Paul Randolph et Jason Bryant. Les Alouettes de Montréal renaissaient. Mesdames et messieurs, joyeuses fêtes. Bienvenue à cette émission spéciale rétrospective 1996 de la saison des Alouettes de Montréal. En ma compagnie, bien sûr, Jacques Dussault. Jacques, on a attendu Montréal. Ça n'a pas été en vain, hein? Non, ça n'a pas été en vain. On a eu droit à un spectacle de première heure dès le début de la saison. On a eu des problèmes. Écoute, on était rendu à un moment donné, aucune victoire, 3 défaites. Et par la suite, la troupe de Bob Price a fait preuve de beaucoup de caractère pour nous donner une saison vraiment exceptionnelle, il faut bien l'avouer. Est-ce que tu es surpris même un peu d'avoir autant de victoires que Bob Price ait battu le record de Marv Levy pour le nombre de gains d'une saison? Je pense que les Alouettes, c'est la seule équipe qui joue avec un système en attaque. Et ça, c'est pour ça que ça a été laborieux en début de saison. Mais Peter Val s'est très bien ajusté au football canadien et par la suite, on a joué de belle façon et le record final me surprend plus ou moins parce que c'est une équipe d'expansion, mais il restait tout de même de forts éléments de cette équipe qui avait gagné la Coupe Grey en 95. Jacques, au retour de la pause, nous aurons des images de tous les matchs des Alouettes, donc nous allons être en mesure de revivre ces victoires et aussi ces défaites. Mais pour se rendre à ces images et à la pause, on va parler d'un bonhomme. Tracy Ham. Ham qui a lancé beaucoup de passes de touche et terminé deuxième, mais c'est peut-être pas là où réside sa force. Non, je pense que ce qui a fait la différence cette année, c'est lorsque Tracy Ham s'est mis à courir avec le ballon, tandis qu'on voit ici tout de même une fiche impressionnante au niveau des touchés. Merci Jacques. Ce Sport Flash vous est présenté par Gillette Sensor XL, la perfection au masculin. Bon lendemain de Noël, mesdames, messieurs. La Ligue nationale présente 9 rencontres ce soir. Il y a les Canadiens qui sont à Pittsburgh et une excellente première période pour les Canadiens face aux Pingouins. Et ici, ce qu'on va voir, c'est le but de Mark Recchi, son 16e de la saison. Il portait la marque à 2-0 Canadiens. Et une minute après le but de Recchi, Scott Thornton marquait son 2e du match, rien de moins. 3-0 Montréal après une période. Comme on s'y attendait, les Lions de Détroit ont congédié leur entraîneur-chef Wayne Fontes. Fontes était à la barre de l'équipe depuis 8 saisons. Et puis, il y a les Harpans de Beauport qui ont échangé leur vétéran gardien de but Martin Biron aux Olympiques de Hull cet après-midi. Mais la grande nouvelle du côté de Québec au hockey junior, c'est que les Harpans ont bel et bien été vendus aujourd'hui à Patrick Roy, entre autres, avec Jacques Cadrin et Jacques Tanguay. On parle du nouveau nom des Remparts, on en saura plus tard. Voyons les choses en face. Aucun autre rasoir ne rase d'aussi près. Ni n'offre autant de confort que le Sensor XL de Gillette. Aucun autre rasoir ne le surpasse. Un timbre avec un trou? Comment ça fonctionne? C'est le timbre de l'alphabétisation familiale. En payant un petit 5 sous de plus, vous aidez les organismes d'alphabétisation familiale. Le timbre avec un trou. Vous saurez quoi faire. Ils étaient les champions en titre du football canadien en 95. Ils avaient la Coupe Grey, mais pas de toit où la loger. Et c'est à Montréal qu'ils se retrouvent au Stade olympique. D'abord, un entraîneur-chef. Jim Spearows donne le mandat à Bob Price, qui était avec lui à Baltimore, de bâtir une équipe représentative. Un club qui devait gagner plus que sa part de match. Puis, on confère une image guerrière à cet oiseau en dévoilant la nouvelle identité visuelle de l'équipe. Les Alouettes de Montréal devenaient une réalité alors que Bob Price conviait ses joueurs au premier camp d'entraînement. Les Rough Riders d'Ottawa devenaient la première équipe à affronter les Alouettes lors du match hors concours disputé à la mi-juin. Déjà, l'unité défensive montréalaise allait réussir à s'imposer. Le légendaire Marv Levy avait été invité à remettre à Bob Price un ballon, gage des succès passés à répéter. Le premier match de la saison régulière n'était vieux que de quelques minutes que Tracy Ham s'affaissait, victime d'une blessure au dos. Les Alouettes perdaient leur quart arrière et devaient également subir un premier échec, alors que Doug Flutie et Paul Mazzatti étaient complices d'un toucher marqué dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Encore la magie de Doug Flutie.
Et après Toronto, les Alouettes devaient se mesurer aux Esquimaux à Edmonton sans Tracy Ham. Jimmy Camp a bien fait, mais la traditionnelle défensive des Esquimaux a eu le meilleur. Autour des finalistes de la Coupe Grey en 95, les Stampeders de Calgary. Un mauvais souvenir. Une défaite cuisante de 62-22. Un début de saison plus difficile avec une fiche de 0-3. Il a fallu attendre au 19 juillet, au 4e match disputé à BC Place, pour voir l'équipe montréalaise savourer un premier gain. Le duo Ham-Climie commençait véritablement à se faire valoir. Victoire 44-24. Victoire savourée de tous et de Bob Price. Fort de ce gain, les Alouettes se retrouvaient au Stade olympique et les Blue Bombers de Winnipeg 5 jours plus tard. Devant plus de 32 000 spectateurs, les hommes de Bob Price se sont élevés en titans face à l'attaque du Winnipeg, dominant dans toutes les phases du jeu. Gain 36-10. Le 2 août, les Alouettes se rendaient au Skydome et affrontaient les Argos. Malgré une brillante performance de Norm Bradford, les Alouettes ont pu de perdre le match. Perdait Michel Lamy, qui tombe au combat. La saison 96 était d'ores et déjà terminée. Dans un match important pour les deux clubs, les Tiger Cats tentant de distancer les Alouettes, ces derniers ont eu le meilleur. Le tandem Ham-Climie s'illustrant une autre fois dans un gain de 29-22. Montréal s'approchait ainsi à une victoire du Hamilton et du 2e rang. Avec un triomphe sur la Saskatchewan, Montréal réussirait à présenter un dossier de 500 pour la première fois en 96. Les Alouettes n'ont pas laissé filer cette chance. Les mêmes Riders remettaient la politesse aux Alouettes, jouant au Stade olympique devant de très heureux partisans le 23 août. Dans une rencontre spectaculaire au possible, les Alouettes ont effectué une remontée orchestrée par Tracy Ham, qui a brisé les reins des adversaires avec une très longue course, 57 verges, touché, qui donnait la victoire aux siens. Puis, dans un match mémorable disputé au stade Frank Clair à Ottawa, les Rough Riders, inspirés par une foule record et luttant avec l'énergie du désespoir, ont vaincu l'équipe montréalaise. Pointage final, 17-6, Ottawa. Puis, ce fut un premier match à domicile pour Elfrid Payton et Mike Pringle. Leur présence s'est fait sentir dès ce premier match. Pringle marquant 2 touchés, d'abord sur une course et ensuite recevant une passe de Tracy Ham. Battus par 40 points en juillet, les Alouettes avaient un mot en tête en se rendant à Calgary. Revanche. Mission accomplie. Victoire. Un jeu défensif de premier plan de Spencer McClellan, empêchant les Stampeders de tenter un placement. Dans une rencontre où les Ticats ont effectué à leur tour une remontée au 4e quart grâce au brio de l'ex-Alouette Mike Saunders, Paul Osbaldiston, le vétéran, est venu ravir la victoire aux Montréalais grâce à un placement de toute dernière seconde, à la grande joie de Don Sutherland. Les Esquimaux d'Edmonton étaient les adversaires des Alouettes à leur 14e match. Tracy Ham et Jock Climie, encore, ont propulsé l'équipe de Bob Price à un gain de 32-18 et à l'obtention de la 2e place au classement de la division Est. Et fiers de cette victoire sur Edmonton, les Alouettes allaient se retrouver à Ottawa, où ils avaient subi un revers à leur dernière visite. L'attaque étouffée. Alors, c'est reprise. 25 points, victoire à l'Action de grâce. Les Riders étaient au Stade olympique moins d'une semaine plus tard et ils ont dû composer avec Gary Harrell, auteur d'un très long retour de beauté. Il donnait le ton au match, inspirant les siens qui devaient finalement l'emporter 39-25. Une nouvelle vedette était née chez les Alouettes, Gary Harrell. Les Tiger Cats de Hamilton, rivaux en demi-finale, étaient les adversaires des Alouettes au 17e match. L'équipe montréalaise a perdu son porteur de ballon et clé de l'attaque, Mike Pringle. C'est Michael Sauls, comme il l'a fait fréquemment durant la saison, qui a pris la relève, inscrivant le toucher de la victoire. Et c'est finalement à Winnipeg que se termine la saison régulière. Les Alouettes jouant un match presque sans bavure jusqu'au 4e quart, inscrivant 42 points. Excellente préparation en vue de la demi-finale contre les Tiger Cats de Hamilton la semaine suivante au Stade olympique.
Classement final de la saison régulière. Les Argonauts de Toronto, 15 gains, 3 défaites pour 30 points. Les Alouettes, une bonne deuxième place avec 24 points, 16 pour Hamilton et 6 seulement pour les Riders d'Ottawa. Voilà le classement général et voilà toute la saison défilée en quelques instants, Jacques. Oui, défilé en quelques instants, mais je pense qu'il y a des points qui sont très importants, Pierre. Premièrement, lorsqu'on est allé jouer contre les Lions de la Colombie-Britannique avec aucune victoire et 3 défaites, à ce moment-là, le nom de Dave Ritchie revenait sur plusieurs lèvres et Bob Price avait beaucoup de pression. On est allé gagner ce match-là. Une deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est l'avenue de Payton et de Pringle. À ce moment-là, on s'est donné comme un sens que tout allait être facile avec l'avenue de ces deux nouveaux joueurs-là. Et on s'est fait jouer de vilains tours. Il faut bien l'admettre, quoique Pringle a amené une dimension à l'attaque qu'elle n'avait pas. On a solidifié notre attaque au sol. Et troisièmement, eh bien, un match, comme on l'a montré, le dernier match contre Hamilton, 45-41, à l'orée des séries éliminatoires qui nous laissait entrevoir des séries d'après-saison palpitantes, ce qu'on a eu au moins un match. Oui. Alors donc, effectivement, cette séquence de 0-3, et là, les spectateurs, les gens se sont demandé, coudonc, cette équipe-là qui a gagné la Coupe Grey. Ouais. Une équipe qui a remporté la Coupe Grey. Et là, on a utilisé, je me souviens à l'époque, équipe d'expansion. Et tu en as fait allusion lors des propos, lors du premier volet de l'émission. Était-ce vraiment une équipe d'expansion ou un mélange, un amalgame de deux éléments? Je pense que c'était une équipe d'expansion. Dès le début de la saison, Bob Price s'est fait mettre des bâtons dans les roues. On lui a dit, on revient avec le football à Montréal, tu gardes ton équipe intacte. Par la suite, on lui a dit, il va falloir que tu alignes 7 Canadiens. Par la suite, ça tombait à 16 et on sait le reste de l'histoire. Vraiment, on ne l'a pas aidé et c'était une équipe, il faut bien l'admettre, d'expansion qui s'est amenée à Montréal, mais c'est difficile de dire aux gens une équipe d'expansion puis vendre des billets. On était pris entre les deux, mais force est d'admettre que c'était une équipe d'expansion qui a bien joué tout de même, comme on l'a mentionné. On aura l'occasion, lors d'un prochain volet, de parler peut-être plus à fond, Jacques, de joueurs dont tu as fait mention. Payton, Pringle, l'arrivée d'éléments nouveaux. Mais il y a des joueurs également en cours de route, et ça, c'est le lot du football et de tous les sports, peut-être particulièrement football. On en a perdu beaucoup également en cours de route, de bons joueurs. On a eu, pendant une fraction de seconde, l'image de Michel Lamy qui a été blessé. La saison était finie pour lui et d'autres. On a perdu Michel Lamy, on a perdu Mathieu Kivigère, on a perdu Gary Harold. Lorsqu'on perd de bons joueurs canadiens à ce moment-là, c'est le fameux ratio. Et tout au cours de la saison, on a dû pallier avec ça du côté des Alouettes de Montréal. Mais ça, c'est pas unique. La situation n'est pas unique aux Alouettes de Montréal. C'est la Ligue qui est faite comme ça. Je pense que toutes les équipes se doivent de s'ajuster à ce moment-là. Si tu veux bien, Jacques, maintenant, nous allons regarder des images, mais très courtes, d'un match. Oublions celui contre Hamilton. Allons au Skydome lors de la finale. Mais là, écoute, en partant, le botté d'envol est fait du côté, c'est soit de Cunningham ou de Clemens. On opte pour Clemens. Et les gens se sont dit, après ce long retour-là, eh bien, le match est terminé. Je pense pas que le match était terminé, mais comme notre bon ami Pierre Vercheval nous l'a mentionné, ça a donné un rythme au match. Du côté des Argonauts de Toronto, le pointage en fait foi, 43-7. Les Alouettes n'étaient pas vraiment prêts à jouer ce match-là pour plusieurs raisons que bien les gens ne connaissent pas, en dehors du terrain, malheureusement. Et puis, ça leur a coûté ce match-là. Et Payton, qui a fait des siennes. Oui, Alfred Payton qui a eu une mésentente avec Scott Spurgeon. Scott Spurgeon qui a fait preuve de beaucoup de sang-froid. Je ne sais pas si quelqu'un aurait pu répliquer Alfred Payton, mais il faut bien l'admettre, les jours d'Alfred Payton sont comptés à Montréal. On ne le reverra plus avec les Alouettes de Montréal parce que c'est un geste simplement inadmissible. Inadmissible. Et c'est pas un joueur facile. Beaucoup de tempérament, beaucoup de fougue sur le terrain, mais c'est peut-être pas toujours le type de joueur qu'on veut avoir. Mais je veux dire, c'est le genre de joueur que tu aimes avoir, Pierre, lorsque tu es l'entraîneur à l'attaque, parce qu'il est toujours dans le champ arrière adverse. Mais quand c'est toi qui dois le diriger à la défensive, les journées et les meetings avec les joueurs deviennent de plus en plus longs. Et finalement, aussi, en plus de ça, c'est un bonhomme qui fréquemment était hors jeu. On ne lui enlève pas ses qualités joueurs. Donc, je pense qu'il a fait la goutte qui a fait déborder le vase. Il l'a fait en poussant coach Spurgeon. Et on ne le reverra plus à Montréal. Un point, c'est tout. Il y a un autre joueur qui, lui... on espère beaucoup le revoir à Montréal, même si en terminant la saison, il a dit « Ah, je pense avoir de bonnes chances de jouer dans la Ligue nationale de football ». Il s'est imposé dès le départ.
C'est un ailier défensif que les amateurs de football montréalais ont appris à connaître et que les journalistes ont appris également à aimer. Un gars qui avait un dialogue très facile, Grant Carter. Oui, j'aime bien Grant Carter. Je pense que c'est bon pour lui qu'il ait un objectif de jouer dans la Ligue nationale de football. Je peux faire une déclaration. Jamais il va jouer dans la Ligue nationale de football. Mais nous, on aimerait bien le revoir à Montréal. Et d'ailleurs, pourquoi? Ben, c'est l'une des raisons. Meneur de la Ligue canadienne pour le plus grand nombre de sacs. L'ailier défensif des Alouettes de Montréal, Grant Carter. Nous sommes de retour à cette rétro de la saison 1996 des Alouettes après la pause. À RDS, les séries éliminatoires, c'est sérieux. On s'informe sur les joueurs, on déchiffre les statistiques, on étudie les formations et on vous tient toujours au courant. Les plus grands joueurs aussi prennent le football au sérieux. Et c'est pourquoi RDS vous présente les meilleurs matchs. Pour ne pas manquer une seule minute au début des éliminatoires, regardez RDS ce dimanche, 12h30. Les revoilà. Les meilleures formations de hockey junior de la planète sont de retour et ils envahissent votre écran. Retrouvez Équipe Canada Junior. Voyez votre équipe championne tenter de mettre la main sur le sacre mondial pour une 5e année de suite. Sur les ondes de RDS, ne manquez pas le championnat mondial de hockey junior. Vendredi à 14h, Équipe Canada Junior affronte l'Allemagne. Quand Marie-Antoinette a déclaré qu'il mange du gâteau, elle avait sûrement en tête le gâteau Deep and Delicious de McCain. Grâce à son dôme transparent, il conserve toute sa richesse et demeure toujours moelleux. Une fois refermé hermétiquement, vous pouvez le remettre au congélateur. Jusqu'à ce que vous ne puissiez vous passer d'un autre riche et moelleux morceau. Goûtez au gâteau Deep and Delicious de McCain, grâce à son dôme qui en conserve toute la saveur. Ils peuvent en manger du gâteau encore et encore. Gary Harrell est venu prêter main forte à une équipe décimée par les blessures quand on parle d'unité spéciale chez les Alouettes de Montréal. 2018 verges sur des retours de beauté. Les Alouettes qui ont devancé les Argonauts de Toronto et les Riders d'Ottawa. Mais il faut faire attention avec les chiffres, hein, c'est comme les comptables, ça les fait parler. Ce sont les joueurs des Argonauts de Toronto, les Cunningham et les Pinball Clements qui dominaient de façon individuelle. Et non pas Harold qui n'a pas été là longtemps. Bien, je veux dire, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque l'équipe adverse te botte le ballon, c'est parce que d'habitude, ils ont marqué des points. Oui. Fait que ça, c'est assez indicatif, mais tout de même, il faut le dire qu'on a bien joué au niveau des unités spéciales du côté des Alouettes, surtout en deuxième moitié de saison, Pierre. Il y a une chose importante qu'il faut mentionner. Avant même que la saison démarre, les Alouettes avaient perdu leur as. Chris Wright, si on se souvient de ce qui s'est passé avec les Stallions de Baltimore la saison d'avant, Wright était le grand meneur. Les Alouettes ont dû chercher quelqu'un pour le remplacer. Oui, on a dû chercher quelqu'un pour le remplacer parce que on a beau dire ce qu'on voudra sur les retours de beauté, les retours de beauté d'envol, qu'on travaille fort ou pas fort, si tu n'as pas quelqu'un qui a la vitesse pour changer un court retour en un touché, ça s'en va nulle part. L'effort était là, mais on n'avait pas cette vitesse-là. Et lorsque Gary Harrell s'est amené avec les Alouettes de Montréal, on a donné une nouvelle dimension, et une dimension que les équipes adverses se devaient de respecter. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de succès dès le début de Harrell avec les Alouettes de Montréal. Si tu le veux bien, on va maintenant parler des joueurs qui sont venus en cours de route. J'en ai fait allusion un petit peu plus tôt. Celui que les Alouettes attendaient depuis longtemps, et Jim Spiro surtout, c'était Mike Pringle. Ben oui, Mike Pringle, on l'attendait, tout le monde, on le voit ici. Ce qui est arrivé avec du côté de Baltimore, c'est qu'on s'imaginait qu'en début de saison, on allait faire avec les Alouettes ce qu'on avait fait l'année passée, aller chercher 5 ou 6 verges dès la première portée ou dès le premier jeu.
Mais avec Rush, Sanders et Bradford, ça ne s'est pas produit. À ce moment-là, ça a mis l'attaque dans une situation précaire en deuxième essai et plus de 6 verges à aller chercher. Et on a eu beaucoup de problèmes. Mais aussitôt que Mike Pringle s'est amené avec les Alouettes, ça a corrigé cette situation-là. Je pense qu'il a fini la saison avec une moyenne peut-être de 5,8 par portée. À ce moment-là, défensivement, on ne sait plus vraiment sur quel pied danser. On peut encore courir avec Pringle ou lancer le ballon. Donc, Pringle s'est amené avec une éthique de travail de premier ordre. Oui. Deuxièmement, c'est un joueur d'équipe, un joueur intense. Donc, on l'a reçu, comme tu l'as mentionné, à bras ouverts et il a fait de l'excellent travail. Est-ce que un joueur, un porteur de ballon, peut faire une ligne à l'attaque ou si c'est l'inverse ou si c'est la combinaison des deux? Parce que quand on a dit les joueurs des Alouettes étaient contents, je pensais surtout, moi, à la ligne à l'attaque. Bien, je veux dire, c'est certain qu'un porteur de ballon fait bien paraître sa ligne à l'attaque. Oui. On a juste à penser à un bonhomme comme Barry Sanders avec les Lions de Détroit. Il n'y a pas une grosse ligne à l'attaque, il a fait très bien paraître. La seule chose qu'on peut peut-être reprocher à Pringle, c'est qu'il n'a pas vraiment de bonnes mains. Et dans la Ligue canadienne, ça prend un porteur de ballon qui est capable de capter des passes. Il les attrape à l'occasion, mais c'est très laborieux pour lui. Mais définitivement, un atout de première heure pour les Alouettes, le retour de Pringle. Par la suite, on aurait dit que l'attaque aérienne s'est ouverte parce qu'on se devait de respecter Pringle. Une attaque aérienne tout de même qui n'était pas nantie de receveur exceptionnel, il faut l'avouer. Oh, tu as bien raison. S'il y avait des failles, c'était peut-être à ce niveau-là. Les Alouettes ont accueilli, on va croire, le 10e ou 11e match, Elfrid Payton. Lui aussi, on l'attendait, mais pour des raisons différentes. Oui, Elfrid Payton, c'est un joueur dominant au niveau de la défensive. C'est lui qui va causer des revirements, qui va mettre de la pression sur le corps arrière adverse. L'arrivée d'Elfrid Payton, c'est Grant Carter qui était content de le voir arriver parce qu'à ce moment-là, on devait doubler souvent, tandis qu'on voit Carter ici à l'écran, on devait doubler souvent du côté de Payton. Et à ce moment-là, Carter se trouvait dans des situations de 1 contre 1. Et en plus de ça, on mettait le plus souvent possible Elfrid Payton dans le dos, c'est-à-dire à l'opposé du champ de vision du corps arrière, et à ce moment-là, c'est pas un bon signe pour un corps arrière. Il a fait de gros jeux, pris de mauvaises punitions, mais il n'a pas produit comme on s'attendait qu'il allait produire. Mais il a très bien joué tout de même. Il a solidifié une ligne défensive qui, selon moi, avait certaines lacunes. Il était à ce point fort qu'on pouvait on pouvait y aller sans Gary Rogers, qui était lui aussi parmi les meneurs pour le nombre de sacs. Oui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Elfrid Payton a une dimension que n'a pas, selon moi, Gary Carter, c'est qu'Elfrid Payton, en plus, faisait d'excellents jeux lorsque venait la course au sol. Il a fait des plaqués un peu partout sur le terrain, et Carter ne joue pas l'attaque au sol comme le fait Payton. Donc, un joueur complet qu'Elfrid Payton. Est-ce que tu parlais de Gary Carter ou de Rogers? Celui qui joue pour les Alouettes. Pas plus compliqué que ça, Gary Carter. Oui, parce que le numéro 8, c'est Tracy Young. Il n'y a pas de confusion. Il joue pas avec un bâton non plus. Absolument pas. Bon, Payton, sa dimension et les blessures, c'est mortel pour une équipe de football. On en a un exemple quand Gary Harrell a été blessé. On en avait besoin à ce moment-là et là est arrivé ce malheur. Puis on avait besoin de Gary Harrell parce que là, on était à l'orée des séries d'après-saison et là, lorsqu'on a perdu Harrell, on l'a vu contre les Argonauts de Toronto. Qu'est-ce que ça peut faire? Des gens qui sont capables de retourner des bottées. Louis Feit, lui, a cafouillé à quelques occasions. Contre les Tiger Cats d'Hamilton, un match qui était beaucoup plus serré qu'on ne l'avait prévu. Oui. On avait eu 45-41 2 semaines au préalable. À ce moment-là, la position sur le terrain se décide par de bons retours de bottées et la perte de Gary Harrell a fait mal aux Alouettes de Montréal. Mais ce qui a fait mal aux Alouettes, Pierre, c'est les receveurs éloignés. Pas que ces gens-là n'ont pas de belles qualités athlétiques, mais on manquait d'expérience. Et ça, j'en ai parlé avec Buck Price, on a oublié cette faiblesse-là parce qu'on a eu du succès lors de la deuxième moitié de la saison et ça nous est retombé en plein visage lors du match de finale contre les Argonauts de Toronto parce qu'à ce moment-là, on doublait Climé et Armstrong et on ne respectait pas vraiment deux jeunes avec beaucoup de talent, mais pas beaucoup d'expérience. On a fait allusion, mais très rapidement, au match contre les Tiger Cats de Hamilton. Oui, ça s'est joué en défense. C'est quoi, le pointage final? 22-11? 22-11 de mémoire. Sutherland le voulait, celui-là, son équipe qui également a été
décimés par les blessures, avaient bien joué contre les Alouettes au cours de ce match-là. Oui, ils ont bien joué contre les Alouettes lors de ce match-là, mais la défensive des Alouettes a joué probablement un de ses meilleurs matchs. Et on s'est aperçu d'une chose, encore une fois, une équipe unidimensionnelle, celle des Tiger Cats d'Hamilton. On n'était pas capable de courir avec le ballon. À ce moment-là, ça a rendu la tâche beaucoup plus facile pour la défensive des Alouettes, qui tout de même en avait eu plein les bras, comme on l'a mentionné, 2 semaines au préalable, 41 points. Anthony Carville faisait flèche de tout bas. Eh bien oui. Et là, les Argonauts de Toronto regardaient les Alouettes jouer contre les Tiger Cats, se reposaient peut-être pas nécessairement, mais se préparaient. Et là, on a vu une équipe, mais vraiment prête à affronter l'adversaire. Et dès le départ, oublions même ce long retour de beauté de Pinball Clements, une séquence à l'attaque à un certain moment donné, tu me mentionnais. Je pense que j'ai pas vu 5 jeux consécutifs comme ça de la saison chez les Argonauts. Bien, les Argonauts de Toronto, ce qu'on a fait, c'est qu'en deuxième moitié de saison, Robert Drummond ne jouait pas vraiment et on s'en servait comme bloqueur. À l'occasion de courtes passes, on mettait surtout l'emphase sur Pinball Clements. Lorsqu'il est arrivé ce match important-là, on s'est servi de tout son monde. Jet Cunningham, Clements, Drummond, Mazzotti. Et là, c'était vraiment trop pour la défensive des Alouettes qui ne savait absolument pas où mettre la tête. Et on a pris les devants tôt dans le match du côté des Argonauts de Toronto. À ce moment-là, on a sorti Mike Pringle du jeu. Et ça, c'est la force des Alouettes, courir avec le ballon. Et lorsqu'on était obligé de lancer le ballon, bien, les Argonauts de Toronto nous attendaient avec les bras ouverts, mais pour capter le ballon. Merci, Jacques. Il y a un bonhomme dont on a parlé en tout début d'émission. Tracy Gravely. C'est un gars qui a mené la Ligue canadienne au chapitre du nombre de plaqués et qui a été élu sur la première équipe d'étoiles. Tracy Gravely, 110 plaqués. Il a devancé Katie Williams des Bombers et Willie Pless des Esquimaux. On se retrouve après la pause. Kane a transformé les simples patates en croustillants morceaux de pommes de terre frites. Les Tasty Taters de McCain. Des bouchées de pommes de terre croustillantes et dorées à l'extérieur. Puisqu'elles sont croustillantes, elles conservent à l'intérieur toute la saveur de pommes de terre dont vous raffolez. Donc, une saveur croustillante, nos bouchées succulentes. Les bouchées de pommes de terre Tasty Taters sont offertes en 3 saveurs croustillantes. Fromage, nature et cajun. Nos bouchées de pommes de terre, tout un goût, toute une saveur. Les Tasty Taters de McCain. Des bouchées de pommes de terre à la saveur croustillante. Avec RDS, suivez les matchs des Rafales de Québec. Du hockey excitant pour toute la famille et une ambiance de fête garantie. En compagnie de Denis Caron et de Martin McGuire, vous serez rivés à votre écran du début à la fin. Alors préparez-vous, car RDS va déplacer de l'air avec la présentation du match opposant les Rafales aux K-Wings du Michigan ce vendredi à 19h30. RDS, le sport sans limite. Les revoilà. Les meilleures formations de hockey junior de la planète sont de retour et ils envahissent votre écran. Retrouvez Équipe Canada Junior. Voyez votre équipe championne tenter de mettre la main sur le sacre mondial pour une 5e année de suite. Sur les ondes de RDS, ne manquez pas le championnat mondial de hockey junior. Samedi à 14h, Équipe Canada Junior affronte les États-Unis. Au cours de la dernière demi-heure, nous avons eu le plaisir de regarder ce qui s'est passé en 1996 chez les Alouettes, la rétrospective des meilleurs moments. On est à cette période de l'année où l'on pense aux vœux. Jacques, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Alouettes? Qu'est-ce que le Père Noël pourrait leur apporter? Bien là, je pense que le Père Noël devrait leur apporter des investisseurs locaux. Je pense que c'est très important. Une saveur un peu plus francophone au sein de l'équipe. Et finalement, que Bob Price puisse se concentrer à être un entraîneur de football. Et ça, je pense qu'il serait très heureux de le faire. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, on a eu droit à un excellent spectacle tout au cours de la saison. La Coupe Grey à Montréal, on pourrait peut-être leur souhaiter une participation, en plus de ça, une victoire. Alors, ben voilà, les vœux de Jacques Dussault pour les Alouettes de Montréal, les miens, je suis persuadé les vôtres également. Alors, à tous les amateurs de football du Grand Québec, excellente saison 1997. Au revoir.